Donc, bienvenue donc dans ce webinaire sur les pop-up stores et les incubateurs qui prend place dans le cadre de la semaine thématique du 18-19 Oser entreprendre en limitant les risques. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Laios, Flore Frédéric et Manon Ferrière de Hub Brussels qui vont nous présenter, nous expliquer les différentes solutions en pop-up store, incubateurs qui existent au sein de la région Bruxelles-Capitale. Pour rappel, le 18-19, c'est le service d'information et d'orientation de première ligne pour tous les entrepreneurs et indépendants en herbe ou confirmés en région bruxelloise. C'est avant tout un numéro de téléphone que vous pouvez formuler lors de nos permanences téléphoniques qui actuellement se tiennent du lundi au vendredi de 9h à 17h. En temps normal, c'est de 9h à 13h, mais avec la crise du Covid, on a décidé d'étendre cela. Et c'est également un site web que je vous invite à consulter, à parcourir, qui est une vraie petite mine d'or d'informations avec différents guides concernant l'entrepreneuriat. Voilà, je vous propose de tout doucement commencer la présentation puisque les participants sont en train de tous nous rejoindre, à peu près, je pense. Donc, je vais donner le contrôle à Aurélie et je pense que c'est Manon qui va commencer sa première présentation. Aurélie, tu me dis si c'est bon pour toi. Normalement, c'est bon pour moi et Manon a Parfait, également on la voit les souris. slides. Parfait. Donc bonjour à tous, moi je vais vous parler du projet de la couveuse d'idées. Donc la couveuse d'idées, c'est quoi? C'est un projet qui a pour but d'aider tout type d'entrepreneurs qui ont une idée de commerce ou de réca. Ce projet a été mis en place parce qu'on s'est rendu compte, suite à l'expérience des incubateurs Cocotte et Auberge Espagnole, dont on parlera plus tard, qu'il y avait énormément d'entrepreneurs qui avaient une idée, mais qui n'étaient pas encore assez aboutis pour pouvoir intégrer ces incubateurs. Et donc, on a voulu vraiment créer un programme qui arrivait en amont des incubateurs. Donc ici, il s'agit d'un programme de 1 jour et d'1 semaine qui peut accueillir une vingtaine d'entrepreneurs. Ce programme, je n'arrive pas à passer le prochain slide. Voilà, a pour objectif vraiment de challenger et développer l'idée de l'entrepreneur sur base donc de design thinking et d'innovation disruptive. Vraiment, on va aider grâce à des outils et au prototypage d'idées, de challenger au maximum l'idée de l'entrepreneur, de la rendre la plus innovante possible, mais aussi de tester le positionnement, d'observer son marché, sa clientèle, vraiment tester ça de manière la plus réelle possible grâce à des experts qui viendront sur place. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer plein de personnes, plein d'experts qui pourront vous donner leurs tips, mais aussi expliquer ce qu'ils exercent sur leur structure. Et donc aussi de confronter son idée avec évidemment d'autres porteurs de projets, avec les experts, etc. Donc le programme aura lieu le 25 mai, ça c'est la première journée, c'est une journée d'introduction, mais aussi on met les bases de l'expérience client. Ensuite, il y a quelques jours de off, soit pour travailler sur cette expérience client, soit pour ne rien faire. Et puis, le programme arrivera vraiment du 31 mai au 4 juin 2021, donc à la fin de tout bientôt. Et durant cette semaine-là, vous pourrez donc, comme je l'ai dit, faire du challenge d'idées, de l'idéation, mais aussi il y aura de la théorie du pitch, la pratique du pitch, comment bien pitcher son projet face à d'autres personnes. On verra aussi l'écosystème autour de son projet, tous les types de concurrence possibles. On travaillera également un peu sur le business plan, les bases du business plan et le business model, sur un plan d'action. Et la semaine se clôturera par une soirée networking qui permettra donc de rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées de travailler avec vous sur un projet ou qui pourraient être intéressées de vous aider sur tout type de choses différentes. Où est-ce que ça va se dérouler? On est encore en train de chercher. On cherche une salle pour ça qui aura normalement sera définie la semaine prochaine. Et on demande un no show fees de 100 euros. Un no show fees, ça veut dire que si vous participez à l'entièreté de la semaine, ces 100 euros vous seront remboursés. C'est juste pour un gage entre nous et vous que vous participez bien à toute la semaine. L'appel à candidature pour ce projet se lancera en début de semaine prochaine. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un petit mail à couveuse@hubbrussels ou si vous avez tout autre type de questions, n'hésitez pas. Je laisse la main à Flore Frédéric. Flore, tu as la souris normalement. On t'entend pas.
Si j'oublie mon micro, c'est vendredi matin. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par revenir sur la tendance des pop-up stores. Mais par contre, je n'ai... Ah, voilà. Du coup, le pop-up store est arrivé déjà en 1999 aux États-Unis. C'était purement... en fait, la première fois vraiment qu'il y a eu un pop-up store, c'était totalement imprévu. Et c'est donc Vacan qui était aux États-Unis, qui a observé au Japon un commerce qui a ouvert et qui a été très rapidement pris d'assaut et en rupture de stock, et qui a donc dû fermer pour pouvoir se recréer une collection et réouvrir. Et là-dessus, ils se sont dit que c'était intéressant parce que ça crée l'envie de venir acheter, et ils ont donc lancé leur premier pop-up store. Dans les instigateurs aussi de cette tendance, il y a comme des garçons qui faisaient des guérilla stores, plutôt en mode revendicatif, mais qui prenaient des espaces abandonnés et qui lançaient ces collections là-dedans. De notre côté, en Belgique, on retrouve des traces des premiers pop-up stores vers 2018, et c'est plutôt le type chronostock, donc déstockage de produits. Au niveau du champ lexical du pop-up store, quand on demande aux clients pourquoi ils aiment les pop-up stores et ce que c'est pour eux un pop-up store, on a la nouveauté, puisque c'est quelque chose de nouveau qui apparaît soudainement dans le quartier pour quelque temps. Évidemment, le côté éphémère, mais aussi un côté original, innovant, et parfois des prix bas, parce que ça l'est sans doute moins aujourd'hui, mais comme je le disais, les premiers pop-up stores, c'était davantage des chronostocks ou donc du déstockage de produits, et donc c'était évidemment connoté à des prix bas. Les caractéristiques d'un pop-up store, c'est que ça peut durer de 1 jour à 1 an, mais c'est donc éphémère. Ça peut avoir lieu partout, ça peut être dans un kiosque, dans un lieu de transit comme une gare, un aéroport, ça peut être dans une boutique, ça peut être dans un bâtiment qui n'est plus utilisé, qui est en occupation temporaire, ça peut être dans un container sur l'espace public, donc ça peut vraiment être partout. On y trouve de tout, mais majoritairement de la mode et du design. Et qui fait des pop-up stores? C'est aussi un peu tout le monde, mais il y a tout ce qui est pure player, donc les gens qui vendent uniquement en ligne, puisque un des avantages de la vente en ligne, c'est évidemment de ne pas pouvoir voir et toucher les produits. Donc, c'est intéressant pour ceux qui vendent uniquement en ligne de temps en temps avoir un rendez-vous physique avec leurs clients. Le luxe le fait autant que le low cost, autant que des artisans. On a fait une petite enquête il y a 2 ans, donc à Bruxelles, et on se rend compte que 6 personnes sur 10 connaissent le concept. Mais si on regarde dans la tranche d'âge 18-59 ans, là c'est 8 personnes sur 10. Que le concept est davantage populaire auprès des femmes, que 42% des personnes qui connaissent le concept de pop-up store sont déjà entrées dans un pop-up store. 61% y ont fait un achat, et 30% sont davantage séduits par un pop-up qu'une boutique. Donc on voit que la concurrence n'est pas forcément négative, puisque ils sont séduits, mais c'est pas non plus une concurrence où on préfère un pop-up store qu'une boutique. Ils attendent donc des produits ou des concepts exclusifs, originaux, des prix assez compétitifs, de nouvelles expériences et de la nouveauté. 71% des personnes aimeraient en avoir plus dans leur quartier, et quand on leur demandait si ça va durer, la majorité répond oui. Aujourd'hui, ça fait quand même vraiment quelques années que le concept est installé, et c'est davantage devenu un outil pour le commerçant, un outil aussi de marketing qu'une simple tendance. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à ouvrir un pop-up store. L'avantage, c'est que ça permet de réduire les coûts. Donc, on va évidemment pas avoir un bail de 9 ans, et du coup, on peut cibler une période pendant laquelle on va avoir un loyer, des dépenses, etc. Mais cette période sera ciblée. Certains propriétaires acceptent aussi de louer moins cher, aussi parfois parce que l'espace n'est pas totalement parfait pour la location. Il y a aussi l'idée de se mettre ensemble, on le verra juste un peu après, mais qui réduit aussi fortement les coûts.
Ça permet d'expérimenter à moindre risque, donc avant de se lancer de manière définitive, d'investir, donc de prendre un bail, d'investir dans le matériel, dans le mobilier. On peut faire un test et voir si ça marche. Il y a différentes choses à tester. Ça peut être tester le quartier, ça peut être tester son produit. C'est d'ailleurs le point suivant, rencontrer son public cible. Donc, soit pour ceux qui vendent en ligne ou qui sont dans leur atelier ou qui se lancent, voir si le public apprécie le concept, s'il y a des choses à changer, des choses à améliorer. Voilà, donc ça, c'est vraiment un moment pendant lequel il faut profiter vraiment pour interroger son public cible. Ça permet d'amplifier sa communication, ça permet de se faire connaître puisque déjà on dispose d'une vitrine, donc on devient visible dans l'espace public. Le côté éphémère peut aussi jouer sur l'attraction par rapport à la marque. Et il y a beaucoup de grandes marques qui vont se servir du concept pour ouvrir alors sur des durées très très courtes et faire une grosse action marketing. Mutualiser les efforts, donc il y a pas mal d'artisans qui n'ont pas les moyens d'avoir toute l'année ou tout seul un espace. Et donc, l'idée, c'est de se mettre ensemble pour partager cet espace, mais aussi pour le gérer et gérer les différents aspects que demande un commerce. Et là, c'est plus du point de vue d'un propriétaire, mais ça permet de recommercialiser une cellule. Le fait d'avoir une cellule commerciale qui est occupée et potentiellement bien aménagée permet d'inspirer d'autres personnes qui chercheraient un lieu et ou que des occupants qui testent soient finalement convaincus par l'espace ou le quartier et s'installent. Dans les inconvénients, il y a un cadre qui est assez flou. Aujourd'hui, il l'est un peu moins parce qu'il y a un bail commercial de courte durée qui existe. Mais il y a quand même encore pas mal d'incertitudes, notamment concernant tout ce qui est urbanistique. Une concurrence déloyale, ça pourrait être un inconvénient. Nous, on considère que non. Déjà, je vous le disais, les gens sont un peu plus séduits, mais pas forcément. Ça ne remplace pas les boutiques déjà existantes. Et en termes de concurrence, la plupart du temps, la concurrence, c'est sain. Ça permet de s'adapter, de se démarquer en fonction du concurrent. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt sain et challengeant. Par contre, quand on fait un pop-up store, on a peu le temps pour convaincre, on n'a pas trop le temps d'attendre de se faire connaître et donc il faut être prêt directement à communiquer avec une communication efficace pour pouvoir avoir les clients pendant la courte période d'ouverture. Une transition délicate, c'est plutôt lié à l'après pop-up store. Donc, vos clients, ils aiment bien en général savoir que s'il y a un problème avec le produit, ils savent vous retrouver, ils savent revenir chez vous, qu'il y a un service après-vente, etc. Et pour vous aussi, vous allez générer une clientèle et puis vous allez partir du jour au lendemain. Donc, il y a un risque de la perdre. Donc, dans les deux sens, il faut essayer de préparer le départ et surtout de garder en contact avec les clients, que ce soit tant au niveau du service après-vente que vous par rapport à la clientèle ou la communauté que vous êtes créée. Le pop-up store a un impact éphémère sur le quartier, c'est-à-dire que quand il est là, forcément, il crée une nouvelle dynamique, mais quand il s'en va, potentiellement, il s'en va aussi avec. Et alors, il y a une crainte, mais elle est beaucoup moins là aujourd'hui, d'indigestion du concept. Et aussi du mot pop-up store. Donc, on ne conseille pas forcément de le mettre dans le nom du concept. Après, le signaler que c'est un pop-up store, ça reste quand même important puisque vous êtes là pour une durée limitée. Donc, c'est bien que les gens le sachent. Ce qui est très très important, c'est le choix du lieu et donc ça c'est vraiment un critère à prendre en compte quand vous cherchez un endroit. Il n'y a pas d'agence immobilière spécifique du pop-up store. Il y en a certains qui sont spécialisés dans l'occupation temporaire, etc. Sinon, l'idée, c'est d'aller soit sur des sites d'agence, soit sur Inventimo et de convaincre le propriétaire en lui donnant les avantages. On a un guide pourquoi et comment ouvrir son pop-up store à Bruxelles qu'on pourra vous faire on pourra vous faire parvenir peut-être le lien en même temps que cette présentation.
Et donc là-dedans, vous avez notamment quelques arguments qui peuvent convaincre un propriétaire. Alors, on va vous présenter deux déclinaisons de ce modèle de pop-up store qui sont en cours chez Hub Brussels. Et la première, c'est l'auberge espagnole. Ici, c'est celle d'Etterbeek, puisque pour le moment, il y en a deux. Celle d'Etterbeek, c'est 65 mètres carrés. C'est au sein du piétonnier Jourdan, donc à côté de la place Jourdan à Etterbeek. C'est une cellule commerciale qui est une propriété de la régie foncière. Voilà nos différents, les derniers et candidats actuels pour vous donner un peu une idée. Donc, vous voyez qu'il y a un peu tout type de produits. Ouais, j'ai rien. Et la deuxième à Saint-Gilles, dans le projet d'occupation temporaire du tripostal. Donc ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus brut qui peut aussi être espace atelier. Donc là, c'est 55 mètres carrés au sein donc, du tripostal. Et donc, vous voyez, aménagement beaucoup plus brut. L'idée, c'est aussi que ça puisse servir plutôt pour un public artisan en mode atelier boutique. Et il peut y avoir aussi de la colocation. Donc, dans cet espace-ci, il peut y avoir plusieurs candidats qui viennent en même temps et que nous, on fait coloquer. Sinon, la plupart du temps, vous pouvez venir avec un projet à plusieurs, mais ça doit être vous qui gérez tout. Alors que dans le cas de Saint-Gilles, on peut nous accompagner la colocation. Voilà, donc ça, c'était les premiers occupants puisque Saint-Gilles a ouvert en pleine crise du corona, fin août, début septembre. Donc, on a eu des vestes en jeans et des biscuits qui ont coloqué ensemble. Et puis, on a eu Just Electronic, donc réparation d'appareils électroniques et revalorisation qui est parti il y a quelques semaines. Et maintenant, on a des Alfarores, des pâtisseries argentines. Alors, le concept des auberges espagnoles, c'est le même pour les deux implantations. Je vous ai déjà un peu dit quelles étaient les différences. Mais donc, dans les deux espaces, il y a un mobilier qui est complètement modulaire. Donc, on met une base à disposition et quelque part, on vient juste avec ses valises. Parfois, certains vont avoir besoin d'un comptoir plus grand ou de vouloir peindre un mur, de vouloir mettre certaines choses. Mais en tout cas, il y a toute une base qui est là, qui est existante. Le loyer, c'est 350 € par mois. Ça comprend les charges et tout. Après, à Saint-Gilles, comme il y a la colocation, si on est deux, ce sera 250 € et si on est trois, ce sera 175 € par personne. On fonctionne par appel à candidats avec un jury. Donc les premiers résultats qui sont principalement ceux d'Etterbeek, après on a mis ceux de Saint-Gilles mais c'est encore très jeune et donc on a très peu de recul. Donc 50 mois d'ouverture pour Etterbeek, 5 pour Saint-Gilles, 21 incubés pour Etterbeek, 3 pour Saint-Gilles, 102 coaching et 12 pour Saint-Gilles. Voilà, 1256 heures d'accompagnement du côté d'Etterbeek, 210 pour Saint-Gilles, 46 événements et 50 workshops. Là, c'est uniquement à Etterbeek. À Saint-Gilles, on a eu uniquement l'événement d'ouverture puisque, comme je vous le disais, ça a ouvert en pleine crise Covid, donc c'est forcément pas évident de faire de l'événementiel. On a une grande diversité de produits, donc l'auberge espagnole est non-horeca, donc il peut y avoir tout type de produit tant que ça ne modifie pas la structure de la cellule. Mais donc, pour le reste, c'est ouvert à tous. On a eu des articles d'épicerie, des lampes, des cocktails, des vêtements, de la lingerie, des terrariums, des produits pour enfants, des accessoires, de la décoration. Vous avez pu voir certains des occupants dans les slides précédents. Les candidats sont en majorité très satisfaits, à 86%, et les clients étaient satisfaits parce que c'est une statistique qui date un peu à 89%.
Ici, on a quelques commerces qui ont ouvert suite à leur expérience. Donc, il y a Drink It Fresh qui fait des cocktails, qui vend en ligne et en B2B. Urban Gardener qui est installé près de l'église de la Trinité. Mieux qui est à Scarbeck et qui a commencé par un site en ligne et qui a voulu justement tester le fait d'être en présentiel, enfin de pouvoir rencontrer son public et qui a été assez convaincu par l'idée et qui donc propose les autres. Ben Hartside qui travaille avec tout ce qui est upcycling qui est du côté de Saint-Gilles et Flagey. Déjà vu, qui est installé juste à proximité de l'auberge espagnole à 3 commerces qui fait du seconde main de qualité. Mamselle Colibri, concept store pour enfants. Le Food Corner qui a repris le kiosque du Bois de la Cambre et qui aujourd'hui a ouvert Big Faux à Uccle aussi. Wico qui était au Châtelain mais qui à cause de la crise a fermé sa boutique au Châtelain. Maintenant ils sont toujours chez Human. Botta Wall qui est dans les Marolles qui fait des structures pour des plantes. La Ressource, droguerie zéro déchet qui est à Etterbeek et qui partage un espace dans le nouveau de Barne de Jet. Biscuit qui vient donc de sortir de l'auberge espagnole Saint-Gilles et qui a trouvé un atelier où elles pourront vendre aussi du côté de Bruxelles-Ville. Et les derniers, Osé, Sample, ont fait des pop-up depuis leur sortie et Just Electronic a priori devrait aussi faire bientôt un pop-up. Là, 2 fois le slide. Alors, en cette étape, vous avez une idée de commerce. Comme Manon l'a dit tout à l'heure, si votre idée n'est vraiment pas très définie, il faudra d'abord passer par la couveuse. Mais si vous avez déjà un peu de stock de produits, etc., que vous êtes relativement mature, on ne vous demande pas un business plan complet puisqu'il s'agit d'une phase de test. Mais donc, si vous avez quand même déjà une bonne base vous permettant d'occuper l'espace pendant 2-3 mois et sachant que c'est une 60aine de mètres carrés, après vous l'avez vu par exemple à Saint-Gilles, à Etterbeek, pardon, c'est 3 pièces en enfilade, il faut au moins pouvoir occuper les 2 premières. Alors vous vous lancez, vous préparez votre dossier de candidature, vous nous l'envoyez. Vous avez, si vous le souhaitez, un coaching pitch pour vous préparer au jury. Vous passez le jury. Et si vous réussissez le jury, là, votre aventure commence. Et donc, il y a toute une série de coaching qui commence plus ou moins 3 mois avant l'ouverture. Et puis, il y a votre ouverture, votre expérience. Et après, si vous souhaitez vous lancer, on peut vous aider dans votre stratégie d'implantation. Donc, je viens de parler de coaching. Effectivement, donc l'auberge espagnole, plus qu'un pop-up store, est un incubateur et un lieu d'apprentissage. Le métier de commerçant demande d'avoir de multiples connaissances, capacités qui vont d'accueillir son client, parfois à fabriquer son produit, à faire sa comptabilité, à faire sa communication. Donc, toute une série de choses et on ne peut pas tous être experts là-dedans. Et donc ici, on met une série de choses à disposition. Donc au niveau du concept, on va pour certains les aider, les challenger un peu. Au niveau du business, là, c'est plutôt les gels qui accompagneront si ce n'est pas déjà le cas, plutôt sur le business plan. Comme je le disais, il ne doit pas être défini. Par contre, le test est évidemment une bonne manière de créer et d'améliorer son business plan. Au niveau de la marque, là, il y a pas mal de choses. Il y a tout ce qui est évidemment communication, il y a tout ce qui est marketing. Certains n'ont pas encore de logo ou doivent encore voir leur nom, on le retravaille. D'autres ont déjà tout ça, mais on va plus travailler sur la stratégie client, donc ça dépend un peu. Mon implantation, donc là, à partir de minimum le milieu de votre occupation, on peut commencer à réfléchir à ça si l'aventure se passe bien. Et là, vous pouvez être accompagné par des coachs Brussels qui vont vous faire part des différents quartiers qui vont aller avec votre projet, vous communiquer les prix du marché. Voilà, c'est pas une agence immobilière, donc, mais l'idée, en tout cas, c'est plutôt de penser la stratégie. Et mon point de vente, du coup, là, on vous encourage évidemment à challenger votre concept, vos produits avec vos clients. On a aussi un mystery shopper qui vient pendant l'aventure de manière très constructive pour faire un retour sur la tenue de la boutique.
L'impact sur le quartier, c'est évidemment l'occupation d'une cellule et du coup, ça anime le quartier. C'est un soutien aux futurs commerçants. Ça permet vraiment de voir si on a envie de se lancer. Pour nous, quelqu'un qui ne se lance pas suite à l'auberge espagnole, c'est pas du tout un échec. C'est justement éviter aussi de se lancer alors qu'au final, on n'aime peut-être pas le métier de commerçant ou c'est parce qu'on a envie de faire, ça marche peut-être pas, voilà. Et épicentre d'une dynamique locale, ben, il y a quand même des relations qui se créent avec le quartier. Et donc, ça rend, comme je le disais, le quartier plus dynamique. À Etterbeek, il y a eu un moment une association de commerçants qui s'est créée autour de tout ça. Voilà. Et je passe la parole à Aurélie. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, de m'insérer juste avant la présentation d'Aurélie. On a quelques questions. Je me rends compte que j'ai été un petit peu vite lors de l'introduction. Donc, je rappelle aux participants qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas et qu'ils peuvent formuler leurs questions par écrit au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet questions. Parce que voilà, quelques petits commentaires à ce niveau-là. Navré pour l'interruption. Je te laisse la parole, Aurélie. Pas de souci, merci beaucoup. Vous voyez ma présentation? Oui, J'imagine que on voit bien. super. Donc, Cocotte, c'est le pendant en fait de l'auberge espagnole, mais en version Horeca. Donc, attendez, je vais déplacer mon écran aussi s'il y a moyen, parce que ça coupe le texte. Voilà. Donc, Cocotte a été développé pourquoi? Pour répondre donc aux besoins des candidats qui souhaitaient pouvoir se tester au même titre que le commerce de détail avant d'ouvrir son propre restaurant. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir se confronter aux réalités du terrain avant d'ouvrir son propre restaurant, de se tester à moindre coût tout en bénéficiant d'un accompagnement et de coaching adapté et personnalisé en fonction de ses propres besoins. L'Horeca est un secteur très exigeant et très concurrentiel à Bruxelles, en tout cas, il y a quelques années. On comptait quasiment un restaurant sur deux en faillite. Donc, l'objectif de cet incubateur est réellement de soutenir les commerçants qui souhaitent se développer dans ce secteur-là pour une ouverture pérenne de manière générale. Donc voilà, donc Cocotte est située à la rue des Bouchers. Donc rue des Bouchers, c'est vraiment le centre de Bruxelles-Capitale, à côté de la Grand Place et à côté des galeries Saint-Hubert. Donc c'est un local de plus ou moins 70 mètres carrés avec une salle de 60 mètres carrés et une cuisine de plus ou moins 15 mètres carrés. Il y a une trentaine de couverts à table, plus une petite terrasse à exploiter. Donc, en période de Covid, forcément, le restaurant est fermé et fonctionne uniquement en takeaway. C'est une rue, enfin, c'est un commerce, enfin, pardon, excusez-moi, c'est un quartier à la base qui est où il y a beaucoup de restaurants, donc il y a énormément de concurrence de manière générale. L'intérieur du restaurant a été pensé, tout comme l'auberge espagnole, de façon modulable et adaptable en fonction de chaque projet. Donc, des panneaux en bois et des miroirs ont été posés en fait sur chaque mur du local. Ces panneaux peuvent être retirés et vous pouvez y poser ce que vous souhaitez à partir du moment où vous rendez le local en état pristine au moment, enfin, par rapport au moment où on vous a rendu les lieux. Donc, vous pouvez soit personnaliser avec les panneaux miroirs, les panneaux en bois, des bouts de tissu, des peintures, enfin voilà, ce que vous souhaitez. Ce qui ne change pas, bien entendu, c'est la cuisine que vous voyez sur le plan découpé à droite et donc qui est du côté gauche de l'image. D'un point de vue parcours, ici, donc, on fonctionne comme l'auberge espagnole sur base d'un appel à candidature. Donc, l'appel à candidature est lancé. Il court pendant 5 à 6 semaines. Un jury de sélection est organisé. Un jury est composé
dizaine de personnes ou à peine. Donc, il y a tant des personnes issues du public que du privé qui composent ce jury. Il y a une délibération. Ensuite, il y a un testing cuisine chez notre partenaire Horeca Bipro. Horeca Bipro donc teste les compétences en hygiène et sécurité alimentaire du chef cuisinier, et sur base des résultats de ce testing cuisine, mais également du jury de sélection, une sélection est faite, et donc là, selon la disponibilité des porteurs de projet et la disponibilité de Cocotte, l'agenda est organisé, et donc les porteurs de projet peuvent venir se tester pendant 4 mois chez Cocotte. Les porteurs de projet bénéficient d'un coaching avant, pendant et après la période d'incubation. Et donc, les coachings sont tant donnés par des personnes qui sont engagées, donc qui sont extérieures à l'agence, mais également par des starter coachs, donc des personnes qui sont internes, qui sont nos collègues, et qui vous suivent tout au long de votre aventure. Alors, on demande pour Cocotte un loyer de 800 € par mois avec une garantie de 800 €. Et pour ça, vous avez la location du local complètement aménagé, équipé avec une cuisine professionnelle, avec du matériel déjà de base. Donc ici, vous voyez de façon très, très succincte qu'il y a des poêles, des casseroles, petit matériel de cuisine à disposition. Il y a également je pense, oui, on en parle ici. Donc, de l'aménagement qui est prévu sur base d'un partenariat qu'on a avec Vitra Circle. Vitra Circle, c'est un partenaire, un prestataire qui met à disposition donc du mobilier, chaises, tables, tabourets, luminaires et petites décorations. Donc, par exemple, des plateaux ou des sets de table. Donc, ils mettent à disposition ce matériel-là sur base d'une liste que eux-mêmes ont dressée, et donc vous allez faire votre shopping entre guillemets chez ce fournisseur-là. Vous signez un contrat avec lui, c'est une location gratuite, et vous rendez en fait cet équipement à la fin de votre expérience chez Cocotte. Donc voilà, en très très gros. D'un point de vue formation, coaching, donc on a également un panel assez large et varié. Donc on a par exemple gestion du personnel, hygiène et sécurité alimentaire, marketing, stratégie commerciale, communication, rentabilité, good food, formation Horeca Bipro. Donc ça, c'est notre partenaire chez qui est fait le testing cuisine. On met un accent particulier sur la stratégie good food. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement bruxellois pour inciter, sensibiliser les porteurs de projets à travailler avec des personnes en circuit court, des partenaires en circuit court, et favoriser les produits de saison et les produits locaux. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter le site internet de Bruxelles Environnement avec la stratégie Good Food pour avoir davantage d'informations là-dessus. Donc, sachez que lors du jury de sélection, on fait quand même attention à ce que vous respectez, pas dire l'entièreté de ces critères, mais en tout cas travailler avec des fournisseurs en circuit court et des produits locaux. C'est très important. Cocotte est née en novembre 2019, donc il y a très peu de recul actuellement, et malheureusement, 5 mois après l'ouverture, il y avait le Covid le Covid est arrivé, ce qui a complètement biaisé, on va dire, l'expérience de restauration à table en tant que telle. Bon, tant bien que mal, il y a quand même 17 mois d'ouverture, 4 incubés, avec tous les coachings et les heures d'accompagnement qui vont avec. Mais bien entendu, l'expérience de restauration à table est biaisée, comme je le disais. Donc, ce qui est mis en place pour l'instant par les porteurs de projets qui sont rentrés dedans, qui se sont testés depuis lors, c'est du takeaway. Les candidats actuels font également
un côté petite épicerie, donc produits à emporter, enfin, y emballer sous vide, à emporter, avec l'idée d'une foire où elles mettent en valeur des artisans belges et bruxellois qui peuvent venir exposer leurs œuvres, leurs produits. Et donc, ça fait aussi, je veux dire, comme si c'était un petit commerce, mais ça ne dénature pas de toute façon l'activité essentielle même du restaurant. Donc en soi, il y a eu jusqu'ici une grosse inauguration donc pour l'ouverture même, et puis 3 inaugurations avortées pour cause de Covid. Le 4e porteur de projet est toujours en cours, donc on espère que les mesures s'assouplissent et qu'elles puissent éventuellement organiser une inauguration en tant que telle. Donc là, je donne la main à... Ou alors je peux continuer. Donc, on a un appel à projet qui est, enfin un appel à candidature qui est lancé début du mois de mai. Précisément le 7 mai, on lance un nouvel appel à candidature pour l'auberge espagnole. Donc les 2 auberges espagnoles, Saint-Gilles et Torbeek, plus Cocotte. La fin de cet appel à candidature prendra fin le 14 juin et le jury de sélection se passera le 18 juin. Donc, notez bien que nous avons des dates en commune pour l'ensemble de cet appel à candidature, donc tant les auberges espagnoles que Cocotte. Donc voilà, en très très gros. Si vous avez des questions, donc pour la couveuse, c'est couveuse@hub.brussels, auberge espagnole. Donc voilà, je ne vais pas vous donner les adresses, vous les avez sous votre nez, mais n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer des questions et on peut répondre également à vos questions maintenant en live. Moi, j'ai juste ajouté 2 petites informations. Donc, pour l'appel à candidats, normalement, il y aura potentiellement 2 nouvelles auberges espagnoles cette année. Mais donc, ce sera soit communiquer exactement le lieu, soit on fera une réserve de recrutement pour ces 2 lieux qui ouvriraient fin d'année. Donc, ce sera aussi compris dans cet appel à candidats-là. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on n'a pas pu aujourd'hui accueillir Audrey Loest qui est l'échevine d'Ixelles. Et donc en fait sur Ixelles, la commune a lancé un projet qui est similaire à l'auberge espagnole puisque ça a été, on les a épaulés dans cette mise en place de projet. Le projet s'appelle W83 parce qu'il est situé sur la chaussée de Wavre à donc Ixelles au numéro 83. C'est donc un local test shop. Vous pouvez trouver toutes les informations sur donc le site w83.be. Le fonctionnement est similaire. La durée est parfois un peu plus longue, donc il y a moyen parfois d'y rester jusque 6 mois si je ne me trompe pas, mais les critères de sélection sont similaires. Il y a un mobilier modulaire qui est différent de celui de l'auberge espagnole, mais dont l'idée est la même. C'est 250 € par mois pour l'occupation. Il y a aussi un jury. Il y a des occupants jusqu'au début 2021, début 2022 si je ne me trompe pas. Donc le prochain appel à candidats devrait avoir lieu fin d'année. Voilà, mais donc vraiment vous pouvez retrouver toutes les informations sur w83.be. Oui, merci beaucoup Flore d'en avoir parlé. Effectivement, on voulait recevoir Madame Audrey Loest qui est échevine à la commune. Pour des raisons de conflit horaire, ça n'a pas pu se faire, mais pour les participants qui sont intéressés, on pourra, le cas échéant, leur envoyer la présentation qu'avait prévue Madame Loest. Et voilà, comme dit Flore, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site web et sinon, vous pouvez toujours nous appeler ou nous contacter par email. Sauf erreur de ma part, je pense qu'on pourra leur envoyer aux participants qu'ils désirent votre présentation. Aurélie, Flore, Manon. Ouais, donc voilà, si vous souhaitez retrouver les slides, notamment pour les coordonnées, on peut vous les envoyer sans problème. Alors, on va peut-être passer aux questions. Merci encore une fois à toutes les trois pour vos présentations.
Alors, je vais vous transmettre quelques questions. On a une question de Frédéric sur le contrat de bail Pop-up Store. Est-ce qu'il peut s'arrêter avant l'échéance prévue si le bâtiment est vendu plus rapidement par le propriétaire, par exemple? Ou est-ce que le bail oblige le nouveau propriétaire racheteur? Ça, j'ai pas très bien compris. Mais voilà, est-ce que le contrat peut s'arrêter avant l'échéance prévue si jamais le bâtiment est vendu par le propriétaire? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas par cœur toutes les dispositions du bail d'occupation de courte durée. Après, je veux bien qu'on m'envoie un mail et regarder ça. On a aussi des services juridiques disponibles chez Hub Brussels. Mais comme ça, de mémoire, je ne connais pas toutes les dispositions. Après, le document est consultable en ligne et je peux, moi, regarder ça avec plus d'attention. Mais du coup, il faut m'envoyer un mail. Et sinon, vous pouvez appeler le 1819. Ce genre d'informations, on peut parfois retrouver directement en première ligne. Mais il faut le temps de chercher un petit peu, effectivement. Est-ce qu'on peut utiliser indéfiniment le système de pop-up? C'est une question qui nous est venue de Vincent et Anna. Je ne sais pas ce qu'on entend par Oui. indéfiniment. Bah, j'imagine que oui, mais après, dans le même quartier, ça a peu de sens parce qu'au bout d'un moment, ça devient pérenne. Nous, on remarque aussi, si sur nos projets cocotte, auberge espagnole, on limite le nombre de mois, c'est aussi pour permettre pour donner une période qui permet de se tester, mais de ne pas non plus, si je peux dire ça comme ça, s'encrouter à l'endroit où on est, parce qu'au bout d'un moment, on a envie de rester là, on n'a plus envie de bouger non plus. Faut savoir qu'ouvrir un pop-up store, ça demande quand même beaucoup d'énergie parce qu'on a quasi les mêmes démarches que pour un commerce normal. Donc les avantages, c'est plutôt qu'on va payer moins de loyer, moins longtemps, etc. Mais il faut quand même mettre un mobilier, même si on essaye en général d'être dans la récup aussi pour des raisons économique, mais voilà, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai aussi parlé de la communication. Il faut être là, présent. Donc oui, évidemment, Chronostock ne fait que des pop-up stores. Ils vont dans des endroits, mais ils changent tout le temps d'endroit et ça fait partie de leur concept, de leur ADN, mais ça demande quand même pas mal d'énergie de se déplacer à chaque fois, de recommuniquer. Voilà. Mais le faire évidemment dans le même quartier, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour le faire, il faut vraiment qu'il y ait un sens et que ça fasse partie du concept, je dirais, parce que sinon, si c'est entre guillemets juste pour profiter des conditions, au final, ça va pas être très utile. Les gens savent plus où vous retrouver. Donc voilà, c'est à réfléchir et à bien calibrer, à bien ancrer dans son concept le cas échéant. Ouais. Donc c'est possible, mais il faut que ça ait du sens. Alors, on nous demande aussi s'il y a d'autres dates possibles pour la couveuse. Non, actuellement, il n'y a que ces dates-là qui ont été fixées. Généralement, on essaye de faire en tout cas une couveuse une fois par an. Donc, il y aura À sans doute suivre, en tout l'année cas, prochaine. ouais. Mais cette année, c'est les dates fixes. Pourquoi on a choisi ces dates? C'est justement pour qu'il y ait une cohérence avec l'appel à candidature des incubateurs auberge espagnole et cocotte. L'idée, c'est que du coup, à la sortie de la couveuse, le projet soit quand même plus solide pour pouvoir potentiellement intégrer un incubateur si le commerçant le désire, quoi, l'entrepreneur le désire. D'où le fait qu'on le fait maintenant avant l'appel à candidature, la fin de l'appel à candidature. Alors, j'ai une autre question. Oui, pour les habitants en Flandre. Alors ici, les incubateurs, les pop-up sont bien en région Bruxelles-Capitale. Mais est-ce que c'est possible pour des gens qui résident en Flandre de répondre à l'appel à projet et de participer au pop-up ici? Pour la couveuse, c'est plus compliqué, je dirais. Par contre, les incubateurs, ça reste une possibilité, mais voilà, c'est des financements évidemment qui sont publics, qui sont liés à la région Bruxelles-Capitale. Donc, si ces investisseurs, si ces personnes qui résident en Flandre veulent ouvrir sur Bruxelles, c'est possible. Mais voilà, le principe évidemment, c'est d'accueillir de nouveaux concepts sur le territoire de la région Bruxelles-Capitale. Oui, et de les pérenniser dans la région. Voilà. Ok, alors je vois quelques longues questions qui arrivent. Je vais
Oui, alors pour la question de Jérôme, j'aimerais l'inviter à nous appeler à la permanence, parce que c'est très spécifique à votre situation. Donc on recherchera les informations pour vous et je vous répondrai un petit peu plus tard, parce que ça n'ira pas, je pense, ici. Alors, on a une question de Sabrina. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par la couveuse pour avoir un accompagnement sur sa marque, donc pour développer la marque, le nom, etc. Non, c'est pas du tout obligatoire de passer par la couveuse. Après, c'est selon nous un super bon tremplin, une semaine intensive avec vraiment toutes les informations, mais aussi toutes les personnes qui potentiellement pourront les accompagner par la suite. Je parle des guichets d'économie locale, des AS, etc., qui sont également présents lors de cette couveuse pour pouvoir présenter leurs services. Donc, c'est une bonne manière, en tout cas, d'avoir en tout cas une vue d'ensemble sur toutes les aides potentielles. Mais la couveuse, non, on n'est pas, on peut directement faire appel justement au GEL, aux AS pour pouvoir être accompagné au début. Mais en tout cas, nous, on estime que c'est une première bonne vue d'ensemble et surtout un premier gros challenge de concept qui peut être intéressant pour l'entrepreneur. Ouais, effectivement, hein, il existe d'autres solutions d'accompagnement, comme les GEL. Je ne sais pas si tu l'as précisé pour les non-initiés. Donc, pour les participants, c'est guichet d'économie locale. Il y en a 5 en région Bruxelles-Capitale. Hein. Parfait. Mais du coup, par contre, les packages qu'on propose, donc Manon l'a dit pour la couveuse, mais pour l'auberge espagnole et cocotte, les packages de coaching qu'on propose sont bien uniquement liés au projet. C'est pas des coachings qu'on propose à part l'implantation. Donc, il y a une équipe retail, l'adresse c'est retail@up.brussels qui s'occupe de tout ce qui est implantation commerciale. Et donc, eux, la seule condition, c'est d'avoir un business plan. Et donc, eux sont là pour challenger votre projet et votre stratégie d'implantation. Donc, ça, c'est un service qui est ouvert à tous. Pour le reste, nos coachings sont spécifiques et liés au programme. Oui. Et donc, effectivement, pour avoir de l'accompagnement chez Hub, il faut déjà avoir votre business plan. Donc, si vous en êtes au tout début de votre projet, je vous invite plutôt à prendre contact avec un GEL, donc un guichet d'économie locale, par exemple. Une question de Colombe, est-ce que vous acceptez tout type de profil, comme les étudiants, par exemple? Moi, je rajouterais même les demandeurs d'emploi ou des profils un petit peu plus spécifiques. Ou est-ce que vous avez des conditions, des critères sur le profil des candidats et des participants? En tout cas, il faut avoir un numéro d'entreprise et pour Cocotte, il faut avoir une unité d'établissement. Donc, D'accord. pour Cocotte, c'est compliqué. Pour l'auberge espagnole, je pense que vous pouvez passer par Job Yourself. D'accord. Et alors, je précise aussi pour Colombe, il est possible d'avoir... Oh, pardon. Mais donc, du coup, oui, effectivement, il faut un numéro d'entreprise, mais il y a différentes possibilités. Il y a effectivement Job Yourself, qui est une coopérative d'activité et qui prête son numéro d'entreprise. Il y a aussi la possibilité de le faire via la Smart. C'est les deux cas de figure qu'on a eu, nous, jusqu'ici. Voilà, mais donc un mois avant l'entrée, il faut un numéro d'entreprise. Pour l'unité d'établissement, par contre, ce n'est pas du tout un souci. N'importe qui peut aller demander une unité d'établissement à partir du moment où il a son numéro d'entreprise. Et pour ceux qui sont chez Job Yourself fait la demande automatiquement pour les candidats de chez eux qui occupent nos espaces. Et pour couveuse, c'est pas obligatoire. Pour couveuse, c'est toute personne, tout entrepreneur qui a une idée, donc le numéro d'entreprise n'est pas obligatoire. Voilà. Parfait. Je précise donc, oui, Flore, tu mentionnais Smart, peut-être que Ten2 peut également rentrer dans ce cas de figure. Et alors, pour Colombe, il existe aussi un statut d'étudiant entrepreneur, étudiant indépendant. Donc là, il est aussi possible d'avoir son propre numéro d'entreprise. Hein. Parfait. Alors, on a quelques remerciements. Les gens ont bien apprécié la présentation, mais je ne vois plus de questions en tant que telles. À part la question de Jérôme, que je ne vous oublie pas, on va revenir vers vous par la suite. On a encore un petit peu de temps pour les participants qui souhaitent formuler leurs dernières questions, mais je n'en vois pas arriver. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer la présentation petit à petit. Je vois pas d'autres questions. Ok. Donc, celles et ceux qui le souhaitent, on pourra vous envoyer la présentation. Vous pouvez envoyer un email à la même adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. Et voilà, donc pour toute question, encore une fois, je rappelle notre numéro de téléphone 1819. Si c'est vraiment spécifique,
Flore, Aurélie, Manon ont indiqué les adresses mail correspondantes dans la présentation. Donc, un grand merci à Manon, Flore et Aurélie pour leur présentation très claire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une conclusion. Flore, non? Très bien. Bien, Bonne merci beaucoup. Une très bonne continuation et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.